RCF. Pseudo à la scène ou sur les réseaux sociaux, donc Fabrice. Alors à la ville, vous êtes formateur en école de travail social dans le Morbihan et sur scène auteur et youtubeur aussi. Alors là c'est pas sur scène mais c'est dans les chemins avec votre chien par exemple. Vous êtes un personnage et dans vos spectacles et sur YouTube aussi vous parlez d'autisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis concerné par un trouble du spectre de l'autisme, donc ça devient aussi un sujet qui pour moi est important. Alors plutôt à une échelle un peu plus grande que celle de mon nombril. En fait, c'est plutôt que je suis sensible en fait aux questions du handicap, de l'exclusion, de l'inclusion, etc. Puis d'autant plus maintenant, puisqu'on est en 2025, et puis ça fait 20 ans en fait que la loi de 2005 d'égalité des chances, du virage inclusif est en place. Donc il y a encore du chemin à faire. Donc c'est aussi pour ça que je parle de ça. Donc il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est pour moi, parce que c'est un sujet qui me concerne, et puis aussi globalement pour d'autres personnes qui seraient concernées. Alors vous êtes l'auteur de deux spectacles et le dernier c'est La Quadrature du Spectre. Le titre est bien choisi. Merci. Déjà on met le quadra, tout simplement parce que j'ai 40 ans et puis parce que c'était aussi une espèce de petit spectacle concept que j'ai jamais vraiment fait, que je voulais appeler Quadra à l'époque où j'étais plutôt à faire des sketchs un peu indépendants qui évoquaient un peu ma condition d'homme de 40 ans. Et il y a Quadra dedans, dans Quadrature, il y a rature aussi, puisqu'on va parler de rature, mais dans le sens de ces petits trucs qui font que des fois on n'est pas trop content d'être soi, des fois on aimerait bien être quelqu'un de différent. Voilà, c'est tous ces petits travers qu'on ressent comme tels et qui sont pas forcément des travers, puisque le spectacle explique qu'au contraire, c'est ce qui permet de donner de la couleur et plus que de l'assombrir. Et donc quadrature, c'est ça, et puis du spectre tout simplement parce que il y a à la fois un petit jeu de mots avec ce problème mathématique insoluble qui serait de pouvoir positionner l'air d'un carré dans l'air d'un rond. Finalement on peut pas, en fait c'est juste pas possible. Et donc c'est une expression qu'on emploie souvent quand on disant il y a pas de solution, c'est la quadrature du cercle, c'est ce qu'on dit. Et donc du coup derrière on va parler de spectre tout simplement en lien avec le spectre de l'autisme. Si on parle de ça, je pourrais aussi on va en parler parler pendant cette émission sur RCF, mais on va aussi évoquer le premier spectacle qui parlait aussi de l'hôpital également. Ouais. Donc c'était encore la santé, c'était Ménage-toi. Ouais, c'est ça. Donc c'était un spectacle qui a duré 2 ans, que j'ai fait une quarantaine j'ai même pas fait une quarantaine, j'ai fait 40 représentations précisément. C'était un spectacle qui se voulait raconter une histoire qui m'était arrivée suite à un problème de cerveau, qui a été mis à jour grâce à une grosse épilepsie que j'avais fait. Et suite à des examens, etc. Et puis et qui a fait que j'ai eu une opération, on m'a enlevé un bout de cerveau. Il y a eu des conséquences derrière, puisque j'ai perdu la conscience d'une partie du monde, du point de vue visuel. J'avais plus accès à la partie gauche du monde. En fait, en fait, c'était en lien avec là où se situait en fait la lésion dans le cerveau, et ce qui fait que ça a touché en fait la partie gauche. Donc c'est-à-dire que je voyais les gens avec des demi-visages, je mangeais que la moitié de mon assiette, mais sans me dire une seconde qu'il y avait peut-être un autre côté. Donc en fait, je me suis retrouvé un peu en situation de handicap, mais qui a pas duré longtemps, mais qui a été très angoissant. Et vous avez voulu en parler ? Et en fait, j'ai voulu en parler tout simplement parce que comme pour m'occuper à l'hôpital, je racontais, alors avec la moitié de mon clavier et avec un doigt comme je pouvais, je racontais mes anecdotes que je vivais avec un hyper focus aux gens, et les gens me disaient, des copains, mais tu devrais en faire un truc, écrire un journal de bord, c'est marrant en fait. Et vous avez cru vos copains. Et j'ai cru, et à ce moment-là, je me suis dit, je vais en faire un spectacle. Et d'ailleurs, un copain m'avait envoyé un mail quand j'étais à l'hôpital en me disant, quand même, ménage-toi, sous-entendu, fais attention à toi, avec le clin d'œil des méninges du cerveau. Et c'est devenu le titre du spectacle. Mais avant, Fabrice, vous étiez déjà dans l'improvisation depuis que vous êtes adolescent. Toujours, j'ai toujours été un peu sur scène. J'adore ça. Mais comment sur scène alors ? Et comment est-ce qu'on arrive sur scène d'ailleurs ? Comment est-ce qu'on ose ? Mais on ose sur scène, ça commence au repas de famille où on fait le clown, ça se finit à la cantine ou à l'école où finalement on se retrouve à faire des sketchs, à reprendre des sketchs des inconnus ou des pubs télé. J'ai toujours été un peu dans cette idée de ce personnage en fait qui se met en scène, et c'est l'objet aussi du spectacle La Quadrature du Spectre. Je me suis toujours trouvé à avoir une appétence pour l'image, ma mère m'avait dit quand j'étais petit, j'étais très obsédé par 2 trucs, les antennes de télécommunication, j'ai toujours été fasciné, les grues
les grues de levage, hein, vraiment pas les oiseaux, hein. Et puis notamment les objectifs de caméra et d'appareil photo. Et donc du coup, tout ce qui est lié à l'image, la représentation et tout ça, ça a toujours été un peu dans mon ADN. Alors je sais pas si c'est mon drame aussi existentiel ou si c'est quelque chose qui fait juste partie de moi, je sais pas. Et donc j'ai toujours été là-dedans à faire des petits spectacles de fin d'année, des trucs là, les ateliers, etc. Jusqu'au moment où je découvre le théâtre d'improvisation quand je suis à la fac. À Brest, à l'UBO, ils proposent une activité et puis je découvre le théâtre d'improvisation et donc ça fait plus de 25 ans en fait que j'y suis toujours plus ou moins proche de l'impro, donc c'est quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. Au point où au gré de mes déménagements, parce que je suis parti de Brest, je suis parti à Nantes, etc., je cherchais systématiquement partout où j'allais une troupe de théâtre d'improvisation. Et ça m'a suivi. Très souvent, quand on me téléphone, je laisse sonner. J'attends. Mais le temps que ça sonne, je vous dis pas le stress, hein. Et le pire, c'est quand j'entends la notification de message vocal. Et au moment où je suis en train d'écouter le message vocal, je ressens exactement la même angoisse que lorsqu'on m'appelle. C'est beaucoup mieux de m'envoyer un mail ou un texto direct. Je pense pas que ce soit une phobie. Comme je suis surpris par un appel téléphonique, j'ai pas du tout le temps de me préparer, en fait. De me préparer à cette interaction. Et quand on te parle au téléphone, souvent c'est un jeu de questions-réponses. Donc ça demande énormément d'adaptation, en fait. Et énormément d'attention. Pour bien écouter ce que l'interlocuteur veut. Et le problème, c'est qu'il manque vachement d'informations, il manque vachement d'indicateurs. Parce que moi, déjà, qu'en interaction, des fois je capte pas trop l'émotion, je sais pas trop les intentions, mais j'ai toujours des éléments, en fait. Il y a toujours des petits indices, ne serait-ce dans le regard ou dans certaines mimiques. Même si je les décode pas très bien, j'arrive quand même à me situer à peu près. Là, il y a rien. T'as que le son de la voix. Alors sur RCF, on continue à discuter avec vous, Faber Ries. Alors on parlait du théâtre d'improvisation, de la scène, mais on va continuer à parler de l'autisme, Asperger notamment. Alors ça ne s'appelle plus comme ça, c'est les troubles du spectre autistique. Ça peut paraître paradoxal d'oser, pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'autisme, vous allez nous expliquer, de monter sur scène alors qu'on a des troubles autistiques. En fait, pendant très longtemps, et ça je le redis, on a associé ça à des problèmes d'éducation, affectifs, etc. Pendant très longtemps, hein, il y a eu des parents qui ont été culpabilisés aussi, qui comprenaient pas, parce que c'était véhiculé, c'était un peu ça dans la compréhension française, avec le volet aussi de la psychanalyse derrière, etc. Enfin, il y a eu toute une histoire. Maintenant, là où on en est et où on le sait, c'est la manière dont le cerveau est câblé qui est différent. C'est-à-dire que pendant la vie intra-utérine et au début vraiment de la vie, le cerveau, il se forme tout simplement, il se fait ses connexions, ses câblages, etc. Et dans le spectre de l'autisme, on a un câblage qui est très spécifique, qui va impacter en fait la manière de comprendre, ressentir le monde de façon très spécifique, et c'est ce qu'on va appeler un trouble du neurodéveloppement. Donc on parle maintenant de TND, trouble du neurodéveloppement. Ça regroupe en fait toutes ces particularités en lien avec le câblage du cerveau. On va retrouver le trouble du spectre de l'autisme, TSA, on va retrouver les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. On va retrouver le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est le TDAH, tout simplement, des enfants hyperactifs par exemple, et on va retrouver aussi le trouble du développement intellectuel. Donc quand on va parler de déficience intellectuelle, etc., en fait ça rentre dans le gros spectre du neurodéveloppement. Donc le cerveau a du mal à filtrer. Là, au quotidien, ça se manifeste comment pour des enfants, une situation quotidienne? De toute façon, c'est sûr qu'il y a à un moment donné un décalage vis-à-vis des normes sociales, vis-à-vis de ce qui est attendu entre la commande du cerveau et la réponse au niveau du corps. Donc ça c'est valable sur tous les troubles du neurodéveloppement. Alors on va prendre de façon très spécifique les TSA parce que c'est le sujet. On va avoir vraiment deux volets je dirais les volets principaux du point de vue du diagnostic et des repérages. Ça va être d'un côté tout ce qui va toucher la communication avec les autres et les interactions. C'est-à-dire que la communication, c'est des fois de pas comprendre certaines situations, certains sous-entendus, etc. Ou des réactions peut-être un peu vives, pas adaptées, pas ajustées, tu te comportes pas très bien en société. Ça arrive à tout le monde, ça. Ça arrive à tout le monde. Et on va revenir après là-dessus. Donc ça, on va retrouver d'un côté les histoires de communication, d'interaction qui peuvent poser souci. Et notamment pour un gamin à l'école, il parle
mais il parle très mal, machin. Enfin, c'est pas forcément agressif en fait, mais des fois c'est sans filtre. Et il y a de l'autre côté tout ce qui va être les comportements répétitifs. Intérêt spécifique, comportement répétitif. Alors oui, on peut avoir l'image du petit gamin qui tourne en rond tout le temps, voilà, qui va faire, voilà. Mais le comportement répétitif, c'est aussi le simple fait de vouloir toujours réaliser les choses de la même manière, d'utiliser toujours, voilà, la même façon de vivre. Donc, ce qui fait qu'il y a un établissement de routine comme ça, qui sont très prévisibles et avec de l'autre côté des difficultés finalement à s'adapter au changement. C'est sécurisant, mais c'est pas tant dans le tu sais l'angoisse de la routine, c'est pas tant ça, c'est plutôt par rapport au cerveau, parce que le cerveau à l'intérieur, il y a plein de petits programmes dans notre cerveau qui s'appellent des fonctions exécutives, et une de ces fonctions exécutives, c'est ce qu'on va appeler la flexibilité. La flexibilité cognitive, c'est la capacité d'enchaîner un ensemble de tâches. Là, j'ai ma tasse, je la prends dans la main, je la pose, mais finalement le cerveau il a énormément travaillé pour pouvoir faire tout ça. Qui dit flexibilité cognitive dit aussi coût cognitif, coût du cerveau. Pour un cerveau autiste pour le coup, mais qu'on va retrouver aussi dans d'autres troubles du neurodéveloppement, il y a eu énormément de boulot, ne serait-ce le simple fait de cette petite action que je viens de mener en fait. Et donc du coup ça fatigue parce que chaque action est décomposée, et donc le simple fait de le faire ça naturellement chez n'importe qui dans un cerveau TSA, c'est décomposé et c'est repris à zéro à chaque fois. Le cerveau, il doit se mettre à jour en permanence pour gérer une suite d'actions, et notamment quand c'est imprévu, eh ben il doit refaire tout son programme, et c'est pas tant que ça conscient en fait pour la personne, mais c'est le cerveau en fait, il refait son programme, et donc du coup ça amène aussi parfois beaucoup de fatigue. C'est comme une cocotte qui se remplit, et au bout d'un moment, il y a trop de gouttes d'eau et ça explose et ça fatigue. Et donc là, on arrive dans des effets de fatigue sensorielle, de surcharge, parce qu'il y a trop. Il y a toujours un problème d'harmonisation entre le fond et la forme chez les autistes. Et de toute façon, si j'ai la bougeotte, c'est aussi pour me concentrer. Tu sais, c'est comme quand je suis en réunion au boulot, je fais du bricolage, je manipule des trucs. T'as l'impression que je t'écoute pas, mais en fait c'est comme ça que je t'écoute. C'est comme quand je te regarde pas forcément dans les yeux. Et c'est juste que le fait de te regarder dans les yeux, c'est une énième information que je dois intégrer. Et du coup, ça me déconcentre. Quand t'as l'impression que je me fous de ta gueule et que je suis fuyant, moi, j'essaie juste de te montrer à quel point je te respecte et à quel point je t'écoute. Et je ne suis pas insensible au retour que tu m'adresses, même si j'ai pas d'émotion et que je suis pas empathique. Ah, parlons-en, tiens. L'autiste qui a pas d'émotion et qui est pas empathique, ça te parle? Je trouve ça dégueulasse. Je suis empathique. Visage de Bretagne, présenté par Christophe Pluchon. Et vous, Fabrice, vous avez été diagnostiqué dans quelles circonstances? C'est quand moi je me suis mis dans une vie un peu de couple, que je me suis installé dans un boulot avec quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est là en fait qu'ont émergé vraiment les problématiques. C'est-à-dire que si j'arrivais à être un peu satellite du monde et puis à faire mon petit truc jusqu'à présent, à partir du moment où je me suis installé vraiment, c'est là que l'autre a pu me renvoyer beaucoup plus. Mais attends, mais il y a quand même un truc. Enfin, ça va au-delà d'être décalé, un peu poète, un peu. Enfin, voilà. Il y a quand même un truc qui est problématique, notamment sur la vie quotidienne, sur les relations affectives, sur voilà. Enfin, dans le cadre du boulot. Donc ça, là, c'est vraiment, moi, j'identifie à partir de 2005, de mes 25 ans à peu près, où on a commencé à me renvoyer d'autres bugs sociaux qui commençaient à me poser problème. Et donc c'est à partir de là que j'ai souhaité en fait commencer à investiguer, à essayer de comprendre pourquoi, et puis et que j'ai pu rencontrer voilà des professionnels. Certains étaient nuls, d'autres étaient plutôt intéressants, et dont une professionnelle qui j'avais été la voir, je lui avais fait tout le déballage de ma vie, de mon drame, et elle me dit oh il y a trop. Revenez la prochaine fois avec un problème. Et donc je suis revenu la fois d'après. J'ai un problème. Je pense que je suis phobique des grandes surfaces. Ah, vous pouvez pas vous poser un diagnostic, monsieur. Mais par contre, on va prendre en compte ces problématiques de grandes surfaces. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça m'angoisse. J'étouffe, ça fait mal à la tête. J'oublie tout. Je ramène jamais la bonne chose. Je doute. Enfin, il y a des bruits de machin. En fait, j'avais exposé ça. Du coup, elle m'avait fait ce qu'on appelait une TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est vraiment des thérapies brèves qui sont centrées vraiment sur l'action et pas forcément sur le mental, la pensée. Où elle me demandait de remplir un tableau, d'identifier qu'est-ce que je ressens à tel moment, bref, un truc comme ça. Et puis elle m'a fait un bilan où elle expliquait un peu qu'il y avait un truc d'un point de vue émotionnel chez moi, des réactions fortes à des endroits, moins à d'autres, parce qu'elle m'a demandé vraiment de remplir sur tous les moments de ma vie où j'avais une émotion, c'est un truc comme ça. Et elle me dit, en fait, il y a des trucs qui me font penser quand même à de l'autisme en fait chez vous. Elle me l'a dit avec des pincettes, je me souviens très bien, comme si c'était une mauvaise annonce et tout, et puis bon, j'ai pas mal pris, ça m'a questionné, puis au fur et à mesure en gamberge on se dit ouais mais en fait, et puis on fait le lien, comme on se renseigne, on fait le lien un peu avec
avec toute sa vie, et puis ça prend un peu plus sens en fait. Donc ça a commencé comme ça en 2005. Et donc du coup j'ai alterné des rendez-vous. Je suis allé au centre de ressources autisme de Nantes. Après j'ai déménagé. Je suis allé au centre de ressources autisme de Bretagne qui se situe à Brest, etc. Des rendez-vous de temps en temps, j'entamais des démarches, je les arrêtais, je les finissais pas, et puis j'oubliais. Et puis dans ma vie de temps en temps, c'était ponctué de moments problèmes, en fait, des situations où ça me renvoyait à la figure qu'il fallait que je creuse ce sujet. Et donc ça a pris le temps. Hein. J'ai eu un diagnostic vraiment final en 2020, du coup à 39 ans. Yep. Ce qui est sûr, c'est que c'est répertorié dans la classification américaine des maladies. Donc, d'un point de vue très froid, on pourrait dire, bah oui, c'est considéré comme tel. Mais en vrai, c'est, moi j'ai tendance à dire que c'est un câblage qui est différent, c'est une autre manière d'être au monde, mais qui peut avoir des conséquences, en tout cas sur la vie sociale, etc., en fonction des réponses de l'environnement et aussi des comorbidités. Les comorbidités, c'est aussi ce qui se rajoute avec le package. C'est comme si le TSA, l'autisme, c'était neutre, c'est une manière de fonctionner, mais derrière, il y aura quand même d'autres, là pour le coup, des troubles qui vont se rajouter, ou parce que ça peut être des troubles dépressifs, on va retrouver des troubles anxieux, on va retrouver l'épilepsie. L'épilepsie, c'est très présent aussi dans les TSA. Donc il y a des choses qui se rajoutent et qui vont compliquer la vie, et c'est à partir de là qu'on pourrait se dire, bah ouais, il y a certains degrés, une certaine sévérité à certains endroits. Mais en vrai, moi après, et peut-être que certains sont pas d'accord, pour moi, c'est juste un câblage autre en fait, et c'est une atypie. Et puis derrière, il y a une société qui est normée, et la nécessité que l'autre d'essayer de rentrer dans les cases comme on peut. Et c'est justement l'objet de la quadrature du spectre. Et je viens de faire une transition qui est quand même magnifique. Bien justement, on va en parler dans quelques secondes sur RCF. Ouais. En plus, biologiquement, l'adolescence dure jusqu'à 21 ans. Et pas dans la merde. Pour les gens qui m'ont connu à l'époque, c'est fort probable en fait que je sois parvenu de manière assez discrète à me fondre un peu dans le moule. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais dans une espèce d'entre-deux-mondes qui se percute. Il y avait ce monde de dehors qui était tellement incompréhensible et pas fiable, et ce monde du dedans que j'arrivais pas à déterminer. J'étais un adolescent, j'avais des troubles du sommeil, beaucoup. J'avais aussi des troubles du comportement alimentaire, tout ou rien. Et à cela se rajoutait une espèce de sélectivité alimentaire un peu rigide. Ça faisait déjà un moment que je me sentais un peu en décalage des autres. Mais pour autant, je suis toujours parvenu à insérer des groupes, à me faire des copains. Et puis pour les copains, j'étais le petit gars qui faisait des blagues, un peu susceptible. Dès qu'on me taquinait, je savais pas en fait si c'était du lard ou du cochon. On me disait que j'étais égocentrique, un peu influençable, et que je manquais de personnalité. C'était hyper compliqué pour moi d'expliquer ce qui se passait à l'intérieur en fait. Dernier volet de notre émission sur l'antenne de RCF avec vous, Fabrice. Oui. Fabrice Quat, c'est votre vrai nom. Vous êtes installé dans le Morbihan, et justement ce spectacle, la quadrature du spectre, vous l'avez joué le 1er octobre à Vannes, et vous le jouerez à nouveau à Nantes. On va donner les dates en fin d'émission. Ouais. Là, vous avez trouvé votre équilibre alors entre le spectacle et puis votre métier aussi, parce que au niveau des horaires, il n'y a pas trop de pression, en fait, vous vous organisez comme vous voulez, et ça c'est bien aussi. Ouais, alors après c'est vrai que ça n'a pas toujours été ça le cas. C'est vrai que j'ai deux vies. Enfin, moi je me dis ça comme ça. Alors j'ai deux vies, j'ai une vie principale avec un métier, etc. Vie de famille aussi, et j'ai un loisir, mais c'est un loisir plus, enfin dans le sens où c'est un loisir qui prend un peu plus de place, parce que ça va un peu au-delà d'aller dans un atelier théâtre tous les lundis. Hein. Là, il y a aussi des logiques de scène, de déplacement, oui, mais c'est d'organiser. Qui gérez. C'est moi qui gère tout ça. Votre métier de formateur pour les assistants sociaux, c'est un peu pareil aussi. Bah, ça dépend. Il y a des moments où je suis en cours, je dois être vraiment présent. Mais au niveau de la pression que vous mettez ou qu'on vous met, est-ce que ça vous permet d'avoir un certain équilibre par rapport aux troubles? Ah ouais, globalement, j'ai jamais trop rencontré de soucis. Après, avec mes employeurs, il y en a souvent qui me demandent, t'as des besoins en fait particuliers. Je dis pas de soucis, moi je gère mon truc, mais c'est parce que je me connais suffisamment. Hein. Je me connais suffisamment pour savoir ce dont j'ai besoin. À partir du moment où on me met pas dans un open space avec plein de gens, à partir du moment où j'ai une forme de latitude aussi, parce que moi, au niveau par exemple du travail, je fonctionne pas forcément sur des délais ou des échéances. Je peux être productif, mais sur une temporalité que je décide pas. C'est qu'à un moment. Donc moi, j'arrive pas mal à équilibrer. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des contraintes. Hein. J'ai quand même des heures à faire, etc. Mais comme il y a une alternance un peu avec du télétravail que je peux aussi choisir tant que la mission est faite aussi, c'est super en fait comme équilibre pour moi.
Alors le spectacle La Quadrature du Spectre, c'est pour changer le regard des gens sur l'autisme. Alors ça se présente comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent voir sur scène? La Quadrature du Spectre, c'est un peu la synthèse de toutes les vidéos là que j'ai fait sur internet. C'est un personnage qui raconte sa vie, mais je choisis vraiment exprès des anecdotes qui sont pas du tout pour le coup théâtralisées ou originales. C'est vraiment des anecdotes du quotidien, mais des trucs tout bêtes, hein. Genre, mettre sa housse enfiler sa housse de couette, vraiment aller faire des courses. Pourquoi? Parce que je me dis que comme ça chacun peut déjà se retrouver dans les situations qui sont vécues, et je peux créer un peu d'empathie, d'identification aussi vis-à-vis de ce qui est vécu. Donc l'idée c'était pas de partir sur la caricature autistique qu'on peut voir des fois systématique. Vous regardez un téléfilm où il y a un autiste ou typique, par exemple Asperger, on parlait de ça, il va être champion d'astrophysique ou de Rubik's Cube. Enfin, moi j'ai pas voulu être sur ce volet-là, sur le côté particularité, le truc original, mais plutôt sur de la banalité du quotidien, aussi pour créer une attache avec les gens, et puis aussi pour envoyer le signal que attention, je veux dire, quand on parle de spectre autistique, ça veut dire que c'est très très large. Il y a autant de manières d'exprimer de l'autisme qu'il y aurait d'autistes en fait, et que ça se situe pas du tout sur des choses qui sont décalées de soi. C'est un point de normalité dans le spectre humain en fait, l'autisme, si ce n'est qu'il y a un amplificateur énorme et qui implique que parfois c'est compliqué de faire avec le monde tel qu'il est constitué dans les normes sociales, etc. Donc c'est la lutte d'un personnage qui est en permanence à la fois à jouer un rôle, à faire de la scène en fait, puisque c'est un personnage comme ça de stand-up, donc qui est debout sur scène, qui sort des blagues, qui est un petit rappel à ce que je racontais quand j'étais gamin où j'étais tout le temps comme ça, et il alterne de temps en temps avec un autre personnage qui trouve ça dur en fait de jouer un rôle en permanence et qui raconte en fait, qui fait les commentaires de tout ça. Et c'est un peu deux personnages qui sont en lutte mais sans jamais se battre, où t'en as à chaque fois qu'il y en a un qui sort, et ça se voit au niveau des lumières, au niveau de la manière de jouer, on sent qu'on a changé de personnage. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, il y a l'autre qui revient, et puis au fur et à mesure, le personnage un peu intérieur, il prend petit à petit le dessus, jusqu'à avoir, à un moment donné, un espace dans le spectacle vers la fin où il explose. Il explose. En tout cas, là, il prend la place à ce moment-là, en fait. Quelle place pour votre chien? Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Bella. Bella, parce que alors depuis le confinement, c'est ça, depuis le Covid en 2000, vous avez un chien et il sert de prétexte à vos vidéos aussi. Ouais, c'est ça. Au bout. Et à votre équilibre aussi. J'insiste sur le mot équilibre parce qu'on pensait que l'animal aussi a un rôle. Ah, mais complètement. Voilà. Moi, c'est plus que mon chien, c'est ma copine. Et alors du coup, voilà, c'est un chien que j'avais pu recueillir durant les adoptions solidaires. C'était pendant le confinement, du coup. Et 2020, hein, parce que vous avez dit 2000. 2000, j'ai dit. Ouais. Oh là là, le temps passe vite. 2000, ouais, là, ça remonte. Hein. Pendant les adoptions solidaires de la SPA, en fait, j'ai adopté un chien, en fait, et puis tout simplement, il me faisait tellement la misère au début, parce que moi, comme avec mon fonctionnement, alors je sais pas si c'est autistique ou pas, mais je me disais, un chien, ça se dresse normal, il suffit de lui dire et puis il est dressé. Non, il y a tout un apprentissage et une transition. Donc au début, elle me mettait un peu... Mais en période de confinement, ça a dû être compliqué pour vous? Moi, ça n'a pas été simple. Moi, c'était le mélange des espaces. À la fois mélanger le boulot, l'école à la maison, la vie au même endroit, c'était compliqué. D'autres diraient, non, au contraire, j'étais bien, peu d'interaction. Moi, c'était pas simple. Mais du coup, j'avais les promenades d'1 kilomètre. Et je promenais avec le chien. Et puis du coup je me suis dit tiens, je vais écrire un sketch sur mon chien tellement qu'il m'arrive des trucs, ça va être drôle. Et puis c'était un sketch et on avait fait au final à combien? Je m'enregistre en faisant un sketch, un bout de sketch, et puis ça me fait marrer que ça devient des vidéos, et ça se termine avec 340 vidéos sur YouTube. Et là c'est cash. Et là c'est où la première petite série, c'était une soixantaine d'épisodes où je racontais vraiment ma vie avec mon chien. C'était centré sur le chien, et puis ça s'est décalé pour être centré justement sur les TSA, l'autisme, voilà mes anecdotes. Et puis c'est devenu une petite série YouTube, mais qui est faite avec des bouts de ficelle, du bricolage où c'est très brut, sans forcément de montage archi pro. En fait, c'est des cuts que je fais. Et puis j'aime bien, en fait, ça m'occupe. Et c'est vrai que
je fais à la fois de la vulgarisation, de la sensibilisation avec un peu de pédagogie pour qu'on comprenne un peu ce que c'est l'autisme, mais je parle aussi de mes fixettes, mes moments un peu qui m'angoissent, des fois c'est des vidéos où je parle de mes intérêts, où je vais faire plein de vidéos sur le Titanic, sur la sociologie. Vous êtes un bon communicant alors? Ah ouais, moi je trouve. Et là où je suis content, c'est que le spectacle, je trouve que c'est une bonne synthèse. En tout cas, ceux qui connaissent un peu les séries, les vidéos, ça synthétise un peu tout ça en fait. Voilà, le spectacle, donc la quadrature du spectre, Fabrice Faber Ries sur scène. On va terminer cette émission Visage de Bretagne sur RCF. Chose promise, chose due, on va donner les dates des spectacles. Le 29 novembre, on sera en hiver et pas en été. Juin 2000. Voilà, 2000. Le 29 novembre, donc 2025. Le 6 décembre et le 20 décembre, vous jouerez à Nantes au Théâtre du Sphinx. Ce sera à 19h et puis vous serez de retour, mais ça sera l'année prochaine, à Beau et à Brest. À Beau en février? Ouais, c'est février. Il faut encore qu'on cale, s'assurer que tout est ok, mais a priori dans le Morbihan, pas très loin de Lorient, effectivement. Et puis du côté de Brest aussi, c'est pareil, ça doit être calé, mais on serait plutôt vers le mois de septembre 2026. Donc on verra. Alors après, moi l'idée c'est maintenant d'essayer de le faire vivre et d'essayer de trouver d'autres endroits, d'autres espaces. Donc un appel est lancé. Un appel est lancé, mais vraiment, alors à la fois les lieux où il y a des scènes, des espaces de scènes, de théâtre et tout ça, mais aussi aux associations. Je pense vraiment aux associations, notamment portées sur les questions de handicap, d'inclusion, quel qu'il soit d'ailleurs, et les questions d'autisme aussi, parce qu'il y en a. Vraiment de pas hésiter à me solliciter pour organiser un petit événement en fait, parce que moi je veux vraiment réunir les publics, et c'est-à-dire ne pas forcément sectoriser, c'est spécialisé pour autisme ou handicap, pas du tout. C'est l'idée c'est que tout le monde en fait s'y retrouve, et donc faut vraiment pas hésiter. Où est-ce qu'on peut aller sur internet pour vous trouver? Donc Faber Ries, Faber et Ries ensuite. RICE, ça veut dire Fabrice, voilà. Mais vous avez donc une chaîne YouTube facilement trouvable? Oui, alors faut taper Faber Ries pour le coup stand-up, et on va tomber alors soit sur la page Facebook où je donne mes infos, soit sur la chaîne YouTube avec plein de vidéos qui des fois sont pas très logiques, qui vont dans tous les sens, mais faut pas hésiter à les regarder, ce que je fais. Après, je suis sur Insta aussi, mais j'utilise très très peu le média en fait, parce que j'ai du mal moi à multiplier un peu les canaux de communication, et puis j'ai tendance, comme je disais, à utiliser toujours les mêmes outils. En tous les cas, votre interview, on pourra la retrouver sur le site de RCF. J'en serais ravi de l'écouter. Dans la rubrique des visages de Bretagne. Salut les Espinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, déjà, je vais commencer cet épisode par enlever mes lunettes parce qu'on a l'impression que je me la pète. Alors que la vraie raison, c'est que je portais mes lunettes comme je portais un serre-tête, et puis en sortant dehors, j'ai mis un bonnet, et du coup, je savais plus quoi faire de mes lunettes.